Bon, super. Du coup, bienvenue sur les renversés by Socraft. Donc, Romain aujourd'hui va nous présenter un retour sur un livre qu'il a lu de Julia Galef, de Scout Mindset. On a Alvaro aussi qui nous présentera le mois prochain, donc le 25 novembre, les outils d'organisation sur les renversés by Socraft. Et du coup, je vais laisser la parole à Romain. Impeccable, merci. Déjà, bonjour. On est combien dans le... 8 pour l'instant. On est 8. Ok, très bien. Alors, déjà, vu qu'on n'est pas très nombreux, moi je trouverais intéressant peut-être de faire un tour de table si vous voulez vous présenter rapidement, peut-être en 2 mots, juste savoir qui j'ai en face de moi. Parce que c'est un sujet qui est très très loin des sujets qu'on évoque habituellement. C'est pas du tout tech, c'est beaucoup plus presque philosophique. Et voilà, je trouve intéressant de savoir qui j'ai en face de moi pour éventuellement adapter le discours, pour les exemples, pour ce genre de choses. Donc, si vous voulez rapidement vous présenter, vraiment en deux mots, moi, ça m'aide. Ok, du coup, je vais commencer. Bonjour, moi, c'est Laure-Hélène. Je suis analyste de données et du coup, j'ai pas du tout lu le livre, mais je suis assez curieuse de voir. Ce qui m'a intéressée, c'est le fait que ça mentionne les biais cognitifs auxquels j'essaye de faire attention et je suis sensibilisée plutôt par des youtubeurs et du coup, voilà pourquoi je vous ai rejoint. Merci. Je vais me lancer. Donc, je suis Julie et je suis collègue de Romain. Je travaille chez Socraft et donc je travaille chez Socraft depuis juin et j'aide le développement de l'entreprise, notamment la croissance de l'équipe d'un point de vue RH. Et donc, je suis aussi intéressée par tous les sujets d'ordre philosophique. Je me réjouis de se renverser. Merci. Du coup, moi aussi, je vais me présenter. Donc, je suis collègue de Romain. Je suis software craft woman. Et j'ai hâte aussi de découvrir. Enfin, j'ai déjà eu un petit aperçu de ce que Romain allait présenter aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment hâte de cette présentation. Et voilà. Ok, les autres? Tu m'entends? Bonjour. Moi, je m'appelle Jade et je suis là vraiment par curiosité et simple ouverture d'esprit. Ok. J'ai fait des études de biologie. Voilà. Impeccable. Moi, Olivier. Salut Romain. Donc, je suis un ancien collègue de Romain, développeur, et aussi un peu par curiosité. J'ai déjà vu des retours sur d'autres anciens collègues sur le sujet. Et donc voilà, c'est vraiment pour découvrir un peu ce que vous faites à travers ces renversés que je suis là. Bienvenue. Merci. Alors, bonjour Malika, je me suis inscrite là il n'y a pas longtemps, j'ai vu l'atelier, enfin si je peux appeler ça un atelier vers 11h je pense, et je me suis inscrite vraiment par curiosité parce que je suis en train de faire un chemin de développement personnel comme beaucoup et du coup je voulais voir si ça pouvait m'apporter quelque chose et apprendre des choses ensemble, voilà, donc merci. Super, top. Je peux continuer, désolé. Moi, je suis Akhtar, software craftsman. Je travaille aussi à Socraft avec Romain et Alexia. Et je suis là par curiosité parce que le sujet des biais cognitifs et ce qui nous influence dans nos prises de décision sont, je pense, très, très intéressants. Et comme je n'ai pas lu le livre, je suis curieux de voir ce que tu as à nous en dire, Romain. Voilà. Merci. Moi, c'est Alvaro, développeur chez Socraft également, collègue à Romain. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est la philosophie du développeur. À mon sens, c'est aussi une philosophie du scout, de laisser le code plus propre que quand on l'a trouvé. Et donc, j'attends de voir comment est-ce que ça se retranscrit également dans ce renversé. Merci. Je crois que tout le monde... Alors, si on est bon, déjà, merci Alvaro, parce que tu m'offres une transition parfaite pour la partie juste après. Donc, brièvement, qui est Julia Galef? Parce que je pense que c'est important aussi de resituer le personnage. Donc, c'est une Américaine qui est à la base statisticienne,
qui a commencé à faire des maths et des statistiques. Et puis, en fait, elle s'est rapprochée d'un courant, on va dire, rationaliste, courant de pensée qui fait de la pensée critique et ce genre de choses. Donc, elle anime un podcast qui s'appelle Rationally Speaking. Et elle est proche de divers mouvements, dont Give Well, il me semble, une espèce d'agrégat de charities pour essayer d'avoir un impact maximum sur le monde via les donations. Donc voilà, vraiment, en gros, hein, je vous laisserai aller regarder la biographie, mais c'est une personne qui est vraiment dans ce sujet-là. C'est son sujet de prédilection. Elle a fait plusieurs talks que je vous encourage à voir aussi. Et ce livre que je vous encourage à lire aussi, mais vous verrez, peut-être que vous n'aurez plus envie de le lire après le talk ou pas. On verra. Donc je disais merci Alvaro parce que le bouquin s'appelle Scout Mindset et on va parler de quoi? Pas des scouts en fait. On va pas parler des scouts parce que qu'est-ce que c'est qu'un scout au sens où Alvaro tu l'entendais? C'est un boy scout, donc c'est ceux qui font du feu, un campement et puis la règle c'est de ne pas laisser l'endroit, c'est de le laisser plus propre quand tu pars que quand tu es arrivé en gros. C'est pas ça ici. Ici le mot scout il veut pas dire ça, il veut dire éclaireur. Et il veut pas dire éclaireur non plus au sens éclaireur de France, mais plutôt au sens des gens qui vont aller chercher l'information, qui vont aller voir plus loin. On pourrait imaginer que ce sont plus des explorateurs que des éclaireurs au sens scout. Mais voilà, donc on ne parle pas de Boy Scout ici. Donc c'est le premier disclaimer. Ensuite, tout au long de la présentation, je vous parlerai du point de vue du scout, donc de l'éclaireur, et du soldat. Pourquoi c'est un sujet qui m'a intéressé. Donc, voilà, j'ai lu ce livre parce qu'on me l'a conseillé, mais aussi parce que le sujet qui est traité, c'est la discussion entre les gens. Et la discussion entre les gens sur les sujets qui sont un petit peu, on va dire, clivants en ce moment, elle n'est pas facile. Il y a des sujets évidents, hein, comme par exemple la vaccination contre le Covid. Ça divise les populations comme un sujet l'a rarement fait récemment. Et c'est compliqué parce que quand on discute avec des gens qui sont d'un côté ou de l'autre, on a du mal à se dire non mais l'autre il ne voit pas les faits, il y a les faits qui sont évidents et moi j'ai raison. Donc c'est vrai, c'est pas évident comme posture et je me suis dit voilà, ça va être intéressant de voir comment ça s'est abordé dans ce livre. C'est aussi quelque chose qui va nous aider tout au long de notre vie pour prendre des décisions, pour réfléchir sur des sujets. Et donc c'est pas juste pour débattre et savoir qui gagne en fait, mais plutôt savoir où est la vérité. Et l'autre raison, et peut-être c'est la raison qui amène beaucoup de gens ici, c'est que j'en ai marre des biais. Et les biais de confirmation, ils sont partout en fait. Enfin, c'est celui-là surtout qui va être traité dans le livre, le biais de confirmation, mais il y en a beaucoup d'autres. Celui-là, il est un peu à la racine de beaucoup de choses parce que c'est une façon qu'on a d'orienter notre façon de raisonner. Le biais de confirmation, c'est tout ce qu'on sait qui va influencer notre appréhension des nouvelles choses qu'on découvre. Donc, ça veut dire qu'on est expert dans un domaine, on va découvrir un sujet qui traite un peu de ce domaine-là, on aura directement un biais, on voudra confirmer nos connaissances, confirmer nos savoirs, plutôt que de les remettre en question. Ça, c'est vraiment le réflexe de base. Julia Galef, dans son livre, appelle ça le raisonnement orienté, motivated reasoning. Alors, la traduction littérale n'est pas terrible, elle n'a pas encore de bouquin en français, donc je n'ai pas le vrai terme, mais ça viendra un jour, j'imagine. Donc, le biais de confirmation qui est partout, et l'idée, c'est d'essayer de trouver la vérité, plutôt que de se dire, quand on voit un nouveau fait, puis-je le croire, et ensuite, dois-je le croire, si jamais on se rend compte qu'on peut y croire, est-ce qu'on doit y croire, on va plutôt s'orienter du point de vue de l'éclaireur, on va se poser la question de est-ce que c'est vrai? C'est la seule question que l'éclaireur va se poser. Il ne va pas se poser la question de est-ce que c'est plausible, est-ce qu'on peut le croire en tant que personne avec nos croyances, et ensuite, est-ce qu'on doit le croire, est-ce que ça vient en conflit avec nos valeurs, mais plutôt, est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, si c'est vrai, par rapport à une idée qu'on s'en faisait avant, est-ce qu'on doit changer quelque chose en nous avec cette nouvelle information? Donc, l'idée ici, c'est de distinguer les valeurs et puis la remise en cause d'une personne avec ces nouvelles découvertes. Et Julia Galef présente ça comme une mise à jour de la carte. En gros, on a une carte mentale du monde, de ce qui nous entoure, des sujets qu'on connaît, tout ça. Et quand on se trompe et qu'on est face à une nouvelle vérité, quelque chose qu'on ignorait ou qui va à l'encontre de ce qu'on pensait, en fait, on ne se trompe pas, on met à jour sa carte. Comme un explorateur qui découvre une nouvelle terre alors qu'il pensait être arrivé en Inde et en fait, non, ce n'est pas l'Inde du tout, et il met à jour sa carte. Et en fait, l'Inde, c'est un peu plus loin, mais de l'autre côté, bref, il s'est planté, ce n'est pas grave. Au passage, il a mis à jour sa propre carte et puis celle des autres en même temps, puisqu'il partage son savoir.
Donc, c'est important de garder ça en tête, cette notion de mettre à jour sa carte. C'est vraiment pour enlever toute la partie, on va dire, grave du fait de se tromper, qui ne devrait pas l'être. L'opposition qu'elle fait dans son livre, donc, c'est entre deux points de vue. C'est le point de vue éclaireur et le point de vue soldat. J'ai pris cette illustration parce que je trouve que ça montre bien l'opposition. On a les soldats bêtes et méchants qui vont défendre leur position, et on a les éclaireurs qui vont essayer d'aller chercher plus loin. Donc là, ce sont les Jedi, ou on ne sait pas trop dans quel camp ils sont, mais en gros, ils ont des pouvoirs un peu spéciaux, ils sont un peu différents. Et eux, ils vont se battre, mais ce n'est pas leur but de se battre. Leur but, c'est d'aller chercher la vérité, d'aller chercher la position dans laquelle ils sont confortables. Et c'est intéressant d'utiliser ce mot confort parce qu'on voit en fait que le point de vue du soldat, il va justement induire un semblant de confort. Et ce semblant de confort, en fait, c'est une espèce de, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, hein, quelque chose d'assez connu. C'est quelque chose que le point de vue du soldat va vouloir auto-entretenir. C'est une espèce de réflexe. Je ne sais pas si ça vaut reptilien, les réflexes, c'est ça, hein. En gros, c'est une façon de se dire, je me préserve du monde extérieur, je veux rester dans ce que je connais, donc je garde ma zone de confort, et tout ce qui va à l'encontre de ce que je savais déjà, je le renie pour éviter de me remettre en question, pour éviter le doute et le risque, la prise de risque, l'inconfort. Ça peut aussi servir à signifier son appartenance. On peut aussi se dire, par confort, vu que tous mes amis sont pro-vax, je vais être pro-vax aussi parce que je n'ai pas envie de me faire exclure de mon groupe, ou l'inverse. Ça peut être possible aussi. Et en fait, ça va même plus loin que ça, c'est qu'on va vouloir se persuader soi-même de ce qu'on croit pour ensuite arriver à convaincre les autres. Peu importe que ce soit vrai ou pas, le point de vue du soldat va vouloir ancrer ce raisonnement en soi pour ensuite le diffuser, pour se rassurer aussi. En fait, c'est quelque part une façon de dire j'ai raison parce que les autres font comme moi. Ce qui est assez dramatique pour un scout, mais qui est l'essence du soldat, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que le point de vue du soldat, c'est très armé, tout le monde fonctionne comme ça, et puis on ne se pose pas trop de questions. Et puis donc, finalement, en fait, le point de vue du soldat, c'est vraiment une posture défensive. On veut rester vraiment sur nos convictions et pas se mettre en danger. Alors, on pourra qualifier danger plus tard. Le problème, c'est que le soldat, en fait, il est à côté de la plaque quand il fait ça. La majorité du temps, c'est un réflexe qui est prépondérant chez l'humain. Donc, on est plutôt naturellement soldat qu'éclaireur. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on n'améliore pas son jugement parce qu'on va réfuter les choses sans vraiment essayer de comprendre pourquoi c'est en conflit avec ce qu'on croit. On ne va pas vraiment améliorer sa vie parce que le soldat est très dans l'immédiat, dans la récompense immédiate, alors que le scout, il va se dire, OK, je passe par une phase d'incertitude, je me remets en question, mais pour améliorer ma vie future. C'est vraiment dans un but d'amélioration future. Il y a sur le blog Wait But Why, que vous connaissez sûrement, il y a une vidéo qui parle des procrastinateurs. Pourquoi est-ce qu'ils procrastinent? Je vous donnerai le lien à la fin de la présentation, mais ça va un petit peu avec ça. En fait, l'auteur, il appelle ça l'instant gratification monkey. Et en gros, c'est une espèce de petite chimère comme ça qui nous donne de la satisfaction instantanée pour nous détourner du chemin où on va s'améliorer à long terme. Et enfin, on peut se dire aussi qu'on vit dans une époque où on a beaucoup d'accès à plein de choses, l'information, le développement personnel, changer de vie, c'est beaucoup moins problématique qu'avant, on n'a plus ces castes et tout ça. Et donc, si on a autant de possibilités, ce serait dommage de s'en priver avec un point de vue de soldat qui serait trop prévalent. On peut mettre ça en rapport avec, je sais pas, dans la vie, il y a 200 ans où on était né dans une ferme et puis il fallait, on allait passer notre vie là-dedans, on n'avait pas le droit de se mettre en question parce que sinon on mourrait. Aussi simplement que ça. Mais le problème, c'est que le soldat, il n'est pas toujours évident à reconnaître, et à reconnaître en soi, en fait. Un bon éclaireur, il va reconnaître le soldat. Il va essayer de prendre du recul sur lui-même et de se dire, OK, là, mon point de vue, il a l'air d'être étayé par des faits. J'ai commencé ma phrase par « objectivement, je pense que ». Donc déjà, c'est une phrase qui marche pas. Objectivement, je pense que, ça ne fonctionne pas. Et donc, en se mettant dans une posture éclaireur, on arrive à soi-même se dire « là, j'ai réagi comme un soldat ». Ça a heurté mes croyances, mais en fait, est-ce que c'est mes croyances? Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je fais une erreur, et donc si je fais une erreur, il faut que je la reconnaisse de façon active. Et toutes ces démarches-là nous permettent à la fois déjà d'avancer et de reconnaître les moments où on devient un soldat par réflexe pour ne plus le faire par défaut dans le futur.
Alors, reconnaître activement ses erreurs, ça peut aller assez loin. Typiquement, vous avez une discussion avec quelqu'un sur un sujet, la discussion s'arrête et vous étiez dans l'erreur, mais vous ne le saviez pas à ce moment-là. Donc, ouais, moi, je suis sûr que, ou il est clair que, ou il est évident que, voilà. Et le lendemain, vous tombez sur un article qui démontre complètement votre théorie. Et bien, reconnaître activement son erreur, ça veut dire revenir vers la personne avec qui on a discuté et dire hey, hier j'ai vu ça, en fait je me suis planté. Et on se met un peu à nu parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On va se dire ah mince, je me suis trompé, c'est mal de se tromper, attention, je me suis trompé, c'est pas bien. Mais en fait, non, c'est super bien parce que votre carte elle a été mise à jour et vous avez plus de données maintenant pour naviguer dans votre vie future. Donc ça, c'est vraiment la thèse, c'est le centre de la thèse de Jules Lagalette dans ce livre, c'est le point de vue du soldat, le point de vue de l'éclaireur, et pourquoi est-ce que le soldat est autant un point de vue réflexe, et pourquoi est-ce que l'éclaireur serait bien plus approprié dans une majorité de cas. Donc pour faire ça, il faut bien sûr utiliser des outils, parce que c'est pas évident, et on se rend compte même qu'au quotidien, on n'arrive pas forcément à prendre le recul nécessaire et à se dire, OK, là, clairement, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis un soldat, ça ne va pas du tout. Donc, pour faire ça, il y a plein d'outils qui existent. Je vous ferai un petit récap à la fin, mais je vous passerai dans quelques exemples rapides. Donc, il y a le cas classique de poids de mesure où on va commencer à traiter deux personnes dans la même situation. Selon leur origine, on va les traiter différemment. Donc, typiquement, le deux poids de mesure, il est assez évident avec la justice, par exemple. On peut imaginer un politicien qui détourne quelques millions et puis un type sans prétention qui pique quelque chose dans un magasin, et ben, des fois, le politicien risque moins. Donc, on se dit que c'est bizarre. Et pourquoi est-ce qu'on les traite comme ça, les gens? Parce qu'en fait, on prend en compte leur origine, on ne prend pas en compte juste les faits. Donc, ce genre de choses, ça peut aller même simplement dans une discussion classique où on va, en fait, balayer les arguments d'une personne parce que cette personne vient de tel ou tel milieu, parce que cette personne a eu un autre avis sur un autre sujet qui ne nous a pas plu. Ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître assez facilement et il faut arriver à s'en extraire. Donc ça, c'est vraiment une façon de penser objective, mais c'est hyper facile à dire et très compliqué à faire. Il y a un autre test assez intéressant qui va souvent s'appliquer quand on va prendre une décision par rapport à une situation dans laquelle on se trouve, c'est le test de l'outsider. Disons qu'on a ce bagage qui nous amène à prendre cette décision. Si on n'avait pas ce bagage, si on n'avait pas ce vécu, si on n'avait pas ce skin in the game, comme on appelle ça, est-ce qu'on prendrait la même décision ou pas? Ça rejoint le test du status quo où on peut se poser la question, si on était dans cette situation aujourd'hui, donc une situation qui est problématique et qu'on voulait la changer, on va se poser la question de est-ce que je peux aller vers A, vers B, ou alors je reste dans ma situation problématique. Et bien, si je n'étais pas dans cette situation-là, est-ce que je la choisirais activement? Est-ce que je me dirais, OK, sans bouger, sans choisir ni A ni B, je reste dans ma situation actuelle. Si je n'étais pas dedans, est-ce que activement je me mettrais dans cette situation ou pas? Et ça peut être aussi intéressant de se poser la question, est-ce qu'il est temps d'avancer ou est-ce qu'on est bien là où on est? C'est un test qui marche assez bien pour ça. On parlait avant du point de vue du soldat qui permet aussi de se rattacher à un groupe et de préserver sa sécurité. Pour ça, il y a le test de conformité. Vous avez tous fait, j'imagine, quand vous étiez enfant, quelqu'un vous dit « Ah, mon dessin animé préféré, c'est c'est Goldorak. » Voilà. Et puis, nous, on répond « Ah ouais, moi aussi, c'est mon préféré. » Pour ne pas se faire exclure. Alors qu'en fait, on adorait, je ne sais pas moi, Dragon Ball ou même Nicky Larson, pourquoi pas, c'était bien aussi. Voilà. Et donc ça, c'est le test de conformité. Est-ce qu'on a répondu à une question pour plaire à une majorité, pour se fondre dans un groupe, ou est-ce que c'est vraiment notre propre conviction? C'est pas évident parce que souvent, on se fait vraiment influencer par le monde extérieur sans vraiment savoir que c'est le cas. On a aussi un test qui est assez intéressant, qui va aussi un petit peu dans le sens du deux poids, deux mesures, c'est le test du sceptique sélectif. Donc ça veut dire que typiquement, une personne d'un camp opposé, on va dire, je sais pas, on peut prendre la politique par exemple, il y a un type de gauche qui a fait une malversation et un type de droite, il dit ah, c'est un scandale ce que tu as fait, il faut que tu sois puni. Et est-ce qu'il ferait pareil dans son camp si c'était un pote à lui, Fillon par exemple, qui emploie sa femme à rien faire, qui la paye cher? On peut se poser la question de savoir est-ce qu'on va traiter la personne différemment et est-ce qu'on va surtout recevoir ces arguments de la même façon si on sait qu'elle est dans le camp adverse, dans un camp en tout cas qui n'est pas forcément d'accord avec nous. Donc ça, c'est aussi un test assez intéressant. Ça rejoint toujours cette espèce d'appartenance et de biais, en fait, de préjugés qu'on pourrait avoir sur une personne.
Donc tout ça, c'est une façon c'est plusieurs outils. J'ai une petite liste après que je vous montrerai. C'est plusieurs outils qui permettent de prendre du recul sur ces prises de position et de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision ou pensé cette chose-là. Est-ce que ça vient vraiment de nous ou est-ce qu'on a été influencé par nos interlocuteurs? Ensuite, il y a aussi une autre façon d'utiliser des outils pour essayer de, peut-être plus pour se convaincre soi-même ou pour évaluer ses chances, c'est de quantifier son estimation. Souvent, on va vouloir se dire, OK, j'ai un choix à faire. Est-ce que je peux ramener ça à un choix, un pari équivalent, quelque chose qui pourrait être similaire en termes de probabilité? Donc, imaginons qu'on parie sur une nouvelle technologie qui va révolutionner l'avenir. Dans le logiciel, par exemple, on dit, bah, voilà, le no-code, c'est l'avenir. Là, je parle un peu technique, mais pas vraiment. Le no-code, c'est l'avenir. Dans 10 ans, 80% des développements se feront en no-code. Eh ben, est-ce que c'est équivalent à un lancer de dés, je sais pas moi, est-ce qu'on est prêt à parier sur le fait que notre entreprise va tout miser sur le no-code parce que c'est équivalent à obtenir, je sais pas moi, un 5 ou un 6 à un lancer de dés? On peut se dire ça comme ça. Et combien est-ce qu'on parie dessus? Typiquement, si on parie sur un lancer de dés, on a une chance sur 3 que ça marche. Dans ce cas-là, on n'est pas forcément prêt à parier autant que si on se dit oui, c'est la technologie d'avenir, il faut y aller. Donc, c'est intéressant de trouver cette analogie et d'arriver à ramener son estimation de l'issue de cette prédiction à des choses vraiment tangibles et vraiment facilement matérialisables au niveau des probabilités. Donc, on peut se dire, est-ce qu'on trouve des tests comme ça qui sont faciles? Est-ce que c'est un pari sur des courses de chevaux? Est-ce que c'est un pari sur la lancée de dés? Est-ce que c'est un pari sur un lancer de pièces? C'est 50-50, on ne sait pas trop. Est-ce que ça dépend de facteurs extérieurs? Est-ce qu'on s'est fait influencer aussi par toutes les autres personnes avec qui on travaille pour prendre cette décision? Voilà, c'est autant de choses à mettre en balance dans la discussion et dans la réflexion. Bien sûr, voilà, je vous livre tous ces exemples un peu rapidement. Ils sont tous très détaillés dans le livre, c'est assez intéressant, c'est un des points forts du livre, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples pratiques qui vous permettent aussi de dire, OK, dans cette situation-là, je me suis déjà retrouvé, est-ce que je peux, moi, l'appliquer à ma vie passée ou ma vie présente? Donc, on voit qu'on a pas mal d'outils pour nous aider à nous extraire de cette situation pas objective, de tous ces biais. Et on peut se poser ensuite la question de, si on revient au soldat, à la posture du confort et tout ça, finalement, est-ce que c'est pas mieux des fois de se mentir? On pourrait imaginer, par exemple, qu'un entrepreneur, il va se dire, non, moi j'ai besoin de me raconter des histoires pour me convaincre quand même, pour me lever le matin, parce que sinon j'abandonne tout de suite. Je me dis, OK, je me crève 20 heures par jour à bosser, est-ce que je veux vraiment continuer là-dedans? Ou est-ce que peut-être prendre la pilule rouge et me dire, voilà, je vois la réalité en face, est-ce que ça va me faire m'arrêter ou au contraire, ça va me faire peut-être mieux entreprendre? C'est possible aussi. Donc, c'est important d'essayer de comprendre, est-ce qu'on a besoin de cette auto-illusion, de cette auto-persuasion ou pas? La thèse de Julia Galef, c'est qu'on n'en a pas besoin. En fait, c'est un des pans de la motivation, c'est l'auto-persuasion, mais c'est une toute petite boîte à outils. En fait, il y a plein d'autres outils qui vont nous permettre de, comme ce que je disais avant par rapport au pari, de quantifier notre estimation et de se dire, OK, là, je pars dans une entreprise qui paraît un peu risquée. Elle a peut-être 15% de chance de réussir, c'est ce que disait Elon Musk sur Tesla, par exemple. Mais je suis convaincu et voilà clairement les risques qu'on prend si on me suit, si on se joint à moi. C'est typiquement un discours qu'on peut avoir en face d'actionnaires où on va dire non, je n'ai pas 100% de chance de réussir. Par contre, voilà pourquoi je pourrais réussir. Et si ça réussit, voilà pourquoi ça va être fulgurant. C'est un truc que Jeff Bezos, une question qui s'est posée quand il a démarré Amazon. Il a mis en balance le fait de recevoir son bonus de fin d'année et le fait de démarrer quelque chose qui pourrait être le précurseur du commerce en ligne. Donc, rater le virage sur Internet, c'est beaucoup plus élevé en termes de pertes que de perdre son bonus de fin d'année. Donc, il a vite fait le calcul et il s'est dit, OK, là, même si le risque est grand, ce que je perds si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas énorme par rapport à ce que je pourrais gagner. Donc, c'est cette quantification qu'il a réussi à faire. Et pour ça, il a pris la pilule rouge et pas la pilule bleue pour les fans de Matrix. Donc, l'idée vraiment là, c'est d'estimer ses chances. En fait, on va choisir ses buts. On va essayer d'avoir une vision de là où on veut aller. On va s'adapter. Donc là, c'est rigolo de parler de ça parce que nous, on prône l'agile et puis là, c'est un peu pareil en fait. On va s'adapter en cours de route. On va se poser les questions. On va se remettre en question. On va accepter de se tromper. Et surtout, on va décider jusqu'où investir. C'est quoi notre test? Et avec les paris équivalents, par exemple,
est-ce qu'on arrive à dire que si on voit qu'on a mis trop d'investissement, d'argent, de temps, d'efforts, peu importe, dans quelque chose, et que là, le gain espéré n'est pas suffisamment, n'est pas au rendez-vous par rapport à ce qu'on a impliqué, peut-être qu'il faut s'arrêter maintenant. Et s'arrêter maintenant, on refait intervenir le test de l'outsider, le test de l'outsider, où on fait fi de son bagage, on évite la formule on est allé trop loin, on ne peut plus reculer, et on se dit ok, là stop, le risque maintenant il est trop grand par rapport à ce que j'ai investi, je m'arrête là. Donc ça, c'est encore une fois une histoire de pari, mais l'important, c'est de juger le succès de ce pari, de juger le succès de l'entreprise, pas sur la chance, donc pas sur l'influence des événements extérieurs, mais plutôt sur l'effet de sa propre décision. On a pris des décisions à un moment donné, donc c'est une partie de la cause de la réussite, de la raison de la réussite, mais le reste, c'est dû à la chance. Et il ne faut pas prendre en compte cette partie-là quand on veut juger son propre succès. Quand je dis juger son succès, ce n'est pas être content d'avoir réussi son entreprise, c'est plutôt de se dire est-ce que j'ai mis à jour ma carte correctement ou pas, et si oui, est-ce que ça m'aidera dans le futur pour prendre d'autres décisions. On ne parle pas de réussite économique, là, c'est vraiment comment est-ce qu'on a mis à jour notre carte mentale pour améliorer notre jugement. Donc encore une fois, on sort la chance de l'équation et on se dit juste ok, j'ai réussi parce que j'ai pris cette décision-là, ou alors j'ai raté parce que j'ai pris cette décision-là, voilà comment je ferai à l'avenir pour éviter de rater à cause de ça et puis peut-être de subir juste la chance, parce qu'elle est toujours là malheureusement, ou heureusement. Alors après, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on va convaincre les gens si on a toujours cette incertitude et qu'on se dit ok, j'ai 15% de chance de réussir. À un meeting d'actionnaires, on essaie de trouver, peut-être plutôt d'investisseurs, on essaie de trouver des fonds, le 15% il peut faire peur. Mais c'est là qu'en fait on va faire intervenir un autre paradigme, c'est la confiance. La confiance, c'est l'incertitude. En fait, l'idée, c'est d'arriver à convaincre les gens de façon honnête. On ne va pas leur mentir, on ne va pas leur dire oui, vous inquiétez pas, j'ai 100% de chance de réussir, venez avec moi, mettez tout votre argent là-dedans et vous verrez, on va aller très loin ensemble. Mais plutôt de dire voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, voilà ce qui peut se passer et voilà où moi je me positionne par rapport à ça. Donc ça peut bien sûr faire intervenir de l'enthousiasme. Quand on veut convaincre des gens, il faut bien sûr être socialement apte, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en balance avec une confiance plus épistémique qui serait de dire d'après les conditions observées, j'ai 100% de chance de réussir. Montrer cette confiance de façon un petit peu, comment on pourrait appeler ça, courageuse, voire un peu trop téméraire, c'est pas forcément malin. L'exemple de Benjamin Franklin, il est assez saisissant, c'est que c'était quand même quelqu'un d'assez versé dans les sciences, mais pourtant, il était surtout très confiant socialement. C'était vraiment quelqu'un il arrivait à se mettre les gens facilement dans la poche, il était adoré par tout le monde. Et pourtant, quand il mettait en avant une théorie, il disait a priori, ça devrait faire ça, ou ça devrait fonctionner, ou il est probable que, mais il n'était jamais en train d'assurer à 100% qu'il était sûr de tout ce qu'il faisait. En fait, il montrait qu'il y avait une incertitude, factuelle par rapport aux facteurs extérieurs qu'il ne maîtrisait pas, mais par contre que lui, il n'était pas ignorant de son sujet. Son domaine d'expertise, il le connaît, par contre, le reste, il expose clairement qu'il y a un risque lié à la chance. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi que pour convaincre les gens, il ne faut pas forcément se servir de la science de façon bête et méchante en disant la science dit que, mais plutôt, voilà les données scientifiques, voilà comment moi je me positionne par rapport à ça, et voilà comment je vais fonctionner pour soit me planter le plus vite possible, soit arriver à mes fins en adaptant mon parcours vers la vision qu'on s'est fixée initialement. Et donc, c'est important de se tromper. C'est important de se tromper parce que on va régulièrement ajuster sa carte, on va mettre à jour sa vision du monde et on va reconnaître ses erreurs. Quand on se trompe, c'est important de reconnaître ses erreurs. Et encore plus de façon active, parce que non seulement on arrive à reconnaître ses erreurs et puis s'améliorer soi-même, mais en plus, on envoie un message positif et des informations intéressantes aux parties adverses, si on veut, les gens avec qui on a dialogué. L'idée, c'est de changer la façon dont on va se poser les questions. On va plus dire est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et qu'est-ce que j'en fais si c'est vrai et que moi je pensais que c'était faux? Santé. Ça amène un peu de confusion, donc on va se dire ok, ça a l'air un peu flou tout ça, j'ai l'impression de sortir de la zone de confort. On peut repenser au soldat tout droit sur son canapé comme ça. Et en fait, cette confusion, elle doit être plutôt qu'être un peu appréhendée, elle doit être embrassée, on doit plonger dedans et on doit se dire ok, moi j'ai besoin maintenant d'être curieux. Ça c'est vraiment quelque chose d'important chez l'éclaireur, chez le scout,
c'est la curiosité. Parce que c'est elle qui va amener les questions. C'est comme ça qu'on va se poser toutes ces questions et qu'on va mettre à jour sa carte mentale. C'est peut-être le point central, on va dire, dans une discussion, d'écouter les gens en face de nous, d'écouter les faits, de lire les faits qui sont à disposition à l'instant T, mais de ne pas forcément les prendre pour acquis. La science, notamment la médecine, s'est trompée plein de fois. Il y a le scandale du Mediator, il y a le scandale de plein d'autres problèmes qu'il y a eu avec les pharma. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout le temps n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a des erreurs qui se sont produites, des problèmes qui se sont arrivés. On les a gérés, bien ou pas bien, peu importe. Maintenant, on le sait. On fera différemment maintenant avec ces données-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance de façon aveugle ou rejeter en bloc. Ça veut dire qu'il y a des nuances et qu'il faut se poser la question de, dans mon cas actuel, avec les données dont je dispose à l'heure actuelle, quelle décision je peux prendre de façon la plus éclairée possible. Donc, encore une fois, c'est des questions. Il faut vraiment se poser des questions tout le temps, poser des questions tout le temps, pas seulement à soi, hein, aux autres aussi, et rester ouvert aux idées des autres, essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion-là. On peut dire que c'est assez facile en fait de se dire ok, la science dit que, et donc la personne en face qui ne croit pas à ça, elle est complètement à côté de la plaque. Mais en fait, peut-être cette personne-là est arrivée à cette conclusion-là par une succession d'autres choses dont on n'a pas idée en fait. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a été maltraité par un médecin parce qu'il a fait une erreur de diagnostic. Peut-être que cette personne bossait en politique ou dans un lobby et cette personne sait comment ça marche, le lobbying, et donc se dit, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Et donc, voilà, on arrive à avoir au final une question qui paraît un peu simple et anodine, où on se dit, en fait, c'est facile de changer la vie de la personne en face parce qu'il suffit de lui montrer les faits, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et cette question-là, elle doit vraiment se traiter avec autant de complexité que possible, parce que changer d'avis, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas juste « Ah oui, j'ai vu sur Wikipédia que… » et donc c'est bon, je change d'avis. Il y a beaucoup plus de choses qui sont en jeu ici. Et peut-être la chose la plus importante, c'est l'identité. Pourquoi c'est l'identité? Parce qu'en fait, nos croyances, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a observé, tout ce qu'on a cru tout au long de notre existence, ça devient une identité, en fait. Ça devient une façon d'être. Et donc, le conseil, on va dire, de Julia Galef dans son livre, c'est de ne pas brandir cette identité de façon vraiment violente, comme « moi, je suis comme ça », mais plutôt de se dire « ok, cette identité, c'est comme ça que je l'ai construite avec mes croyances, mais je dois pouvoir la remettre en question, ou en tout cas ne pas me sentir attaqué quand quelque chose vient heurter cette identité, quand quelque chose vient contredire une croyance que j'avais. » C'est important aussi quand on discute de se dire de ne pas agresser l'autre en fait avec son identité, de ne pas se dire s'il n'est pas d'accord avec moi, il est forcément contre moi. Il y a toujours des arguments valables, ou en tout cas des raisonnements qui sont valables, puisque la personne en face les a eus, donc c'est qu'il y a eu un cheminement, et c'est important d'essayer de comprendre le cheminement en question pour pouvoir comprendre pourquoi la personne n'est pas en accord, pour pouvoir comprendre d'où vient son point de vue, et peut-être aussi soit se remettre en question. Il y a un autre test dont je n'ai pas parlé avant, mais qui est assez rigolo. Il s'appelle le test de Turing idéologique, qui en gros revient à dire est-ce que le camp adverse pourrait vraiment dire ça? Souvent, on voit des gens caricaturer les propos d'un camp adverse, peu importe le sujet, et sortir des phrases vraiment ridiculement caricaturales. Et en fait, le test de Turing idéologique, il est simple, il permet de déconstruire ce genre d'idées qu'on se fait du camp adverse en se disant est-ce qu'il aurait vraiment dit ça? Et on peut aller jusqu'à confronter cette idée qu'on a à ce camp adverse. Donc imaginons que, je ne sais pas moi, on se dise ok, les libéraux, ils veulent absolument éradiquer les pauvres, ou alors dire que si on ne trouve pas de travail, c'est sa faute, c'est la faute de la personne qui ne trouve pas de boulot. Et on va voir un libéral et on lui pose la question est-ce que tu as vraiment dit ça? Est-ce que tu pourrais vraiment dire ça? Et il y a des grandes chances qu'ils disent non, pas du tout. Il y a des facteurs qui font que ça peut arriver. Il y a des choses qui font que, des parcours personnels qui font que. Et donc, ce test, en fait, il met complètement à plat cette caricature qu'on se fait du camp adverse. Et quand on ne caricature pas le camp adverse, mais qu'on l'écoute, on arrive beaucoup plus facilement à discuter et à se faire une idée de pourquoi les gens pensent ci ou pourquoi les gens pensent ça, et à mettre à jour correctement sa propre carte mentale. L'idée, c'est d'avoir un impact plus grand. Si on réduit l'identité, ou en tout cas la façon dont on la brandit, on arrive à avoir un impact beaucoup plus grand sur les causes qui nous tiennent à cœur. On peut imaginer par exemple que on ait envie de défendre la cause animale et qu'on fasse un sitting devant l'ONU avec des gens bariolés de sang pour dire non, tout ça. Alors c'est très bien, mais peut-être que c'est plus malin aussi
de trouver d'autres façons d'agir en trouvant des choses peut-être un peu moins médiatiques, mais qui ont un vrai impact sur le bien-être animal, par exemple. Voilà. C'est une des façons de faire. Je caricature un peu et donc je rentre dans le soldat, hein, c'est juste pour l'exemple. Et par contre, l'identité, on peut quand même s'en servir pour agir. On peut quand même se dire, voilà, je suis plutôt comme ça. Je me dis, ok, je ne vais pas forcément devenir un ayatollah, mais par contre, je peux essayer d'évangéliser. Est-ce qu'on arrive à trouver une connotation positive à ce mot? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien penser que oui. Et amener sa propre vision des choses à la confrontation avec des camps qui ne sont pas forcément adverses, mais juste qui n'ont pas connaissance du sujet, pour voir si vraiment c'est utile et si ça peut avoir un impact. Donc ça peut être simplement le fait de dire je ne suis pas vegan, c'est pas ça mon identité, c'est juste que je ne mange pas de viande, je ne porte pas de cuir, je ne bois pas de lait. Mais par contre, c'est la cause animale qui m'intéresse. Le mot vegan, en fait, je ne veux pas le brandir parce qu'il véhicule plein de choses qui sont soit négatives, soit qui braquent les gens. Et donc, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce que je vais vraiment me qualifier de quelque chose ou est-ce que je vais plutôt juste défendre mes convictions par rapport à ce que je sais et puis les confronter à celles des autres pour savoir pourquoi eux, ils en sont. Et il y a aussi une chose qui est importante quand on veut faire ça, c'est de trouver des gens qui nous correspondent, des communautés qui nous correspondent. Je parlais avant du test de conformité. On a envie d'être bien dans un domaine, d'être bien avec des gens, d'être bien accepté par la communauté. Mais en fait, peut-être qu'on n'est pas dans la bonne communauté, peut-être qu'on ne se rapproche pas des bonnes personnes. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller se dire qu'on a des vues un petit peu extrémistes, on va aller rejoindre le groupe de fascistes du coin. Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais par contre, il y a des groupes qui existent où les gens se mettent mettent en pratique ces histoires de point de vue d'éclaireur et vont remettre en question leur point de vue de façon publique. Il y a un groupe Reddit qui fait ça, il y a un autre site web qui fait ça aussi, où ces communautés, de façon assez bienveillante, vont discuter de sujets qui sont clivants, mais avec des règles, une espèce de cadre qui va faire que les gens ne vont pas s'attaquer, ils vont simplement débattre d'une idée en essayant de la mettre en cause, essayer de comprendre comment les gens sont arrivés jusqu'à ce point de vue-là. Donc, une façon de faire, c'est justement de rejoindre ce genre de communauté et puis d'essayer de trouver des gens qui sont ouverts au dialogue, mais qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue que nous. Ça permet de confronter les choses et puis d'avancer avec des gens qui ne vont pas forcément être dans la réaction et dans le point de vue du soldat de façon réflexe. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre, c'est très très complet. J'ai fait vraiment un tour super rapide, donc si ça vous a donné envie de le lire, tant mieux. Si ça ne vous a pas donné envie de le lire, peut-être j'ai mal fait mon job, je ne sais pas, mais on va pouvoir en discuter. Je vous ai mis un petit slide takeaway. Le meet-up est filmé de toute façon, donc vous aurez tout à disposition. Mais voilà, ça c'est les tests dont j'ai parlé avec. Donc ça c'est tous les tests que j'ai mentionnés. Est-ce que j'ai tout mentionné? Oui, c'est possible. Outsider et status quo qui se rapprochent un petit peu. Les paris équivalents, ça c'était pour essayer de trouver une façon de ramener la décision qu'on veut prendre à des choses simples qu'on peut quantifier. Et un point qui est important dont je parlais aussi, c'est la confiance sociale, qui est plus importante que la confiance épistémique, comme le montrait Benjamin Franklin. Vous pouvez lire sa biographie, mais c'est une personne qui arrivait à convaincre les gens en montrant son incertitude, en fait, de façon confiante. C'est assez intéressant. Je pense que j'en ai fini avec cette présentation rapide. C'était un poil plus que 30 minutes. J'avais fait un TLDR après, mais je pense qu'il n'est pas utile. Donc, je vais m'arrêter là pour les slides.